Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse mon bilan lecture du mois de septembre et vous allez voir que je n'ai pas chômé. J'ai lu 21 livres, dont 19 romans et c'est un bilan qui va être principalement axé sur les sagas parce que vous allez voir, j'ai lu beaucoup de sagas, donc que ce soit pour les terminer, pour les continuer ou même pour malheureusement les débuter, alors que j'avais dit que je voulais pas en commencer des nouvelles. Mais réduire ma palle signifie lire les livres que j'ai et il y a beaucoup de débuts de série que je n'ai jamais débuté. Alors, on va commencer tout de suite par cette saga-là. Hop, donc la saga des Casalets, publiée aux éditions de la Table Ronde. J'avais les 2 premiers tomes dans ma palle. Il faut savoir que en tant que libraire, c'est le métier, mais c'est de vendre des livres qu'on n'a pas lus. Et moi, quand j'ai vu la saga des Casalets arriver en rayon, j'ai été plus que motivée à la vendre. Et donc je l'ai défendu bec et ongle en mode lisez ça, c'est trop bien. Donc je le vendais à tour de bras. Je ne l'avais jamais lu. Donc la saga des Casalets, on est sur une saga familiale, donc comme La Villa des Étoffes ou un peu les livres de Kate Morton, donc avec des secrets de famille, etc. Un peu de tranche de vie. On suit ici donc la famille Casalet qui est une riche famille d'industriels. Donc à l'époque, ils étaient dans une entreprise de bois. On est dans le premier tome entre 2 guerres. Donc la première s'est achevée et on comprend vite que la deuxième est sur le point de débuter. Et dans le 2, on est pendant la deuxième. Donc dans le premier tome, on suit du coup cette famille. Et en fait, ce ne sont pas des chapitres. C'est en partie, vous voyez, première partie, deuxième partie, etc. Et on suit un peu tout le monde selon les passages. En fait, vous allez avoir par exemple 7 pages sur un personnage, puis 7 pages sur un autre personnage. Enfin, vous voyez, c'est découpé en astérix, en fait, en souligne. Donc on suit tout au même moment, mais avec les points de vue différents. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement, là à chaud comme ça, enfin à chaud, j'ai lu début septembre, j'ai préféré le tome 2 parce que je trouvais qu'on se centrait davantage sur certains personnages que j'aimais bien. Là on a des parties vraiment par personnage, alors que là on est sur les parties vraiment de toute la famille. Donc j'ai bien aimé le côté entre 2 guerres. Parce que souvent dans ce type de récit, de saga familiale, on est soit sur l'entre-deux-guerres, soit sous l'avant-guerre, soit sur l'après-guerre. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir dans ce tome-là, par exemple, le pendant, ça change. J'ai beaucoup aimé et moi de toute façon c'est le genre d'histoire qui marche sur moi parce que on a toujours ce petit côté voyeur où il y a plein d'intrigues qui s'entremêlent et tout le monde sait des secrets et on a envie de savoir quand les concernés seront au courant, etc. Enfin, c'est un peu le Friends, on sait que vous savez qu'ils savent que nous savons, etc. J'ai trouvé ça très cool. Il y a des pans de l'intrigue que j'avais pas vu venir, qui m'ont un peu choquée. J'étais là, ah. Et j'avais peur que ce soit, comme il y a beaucoup d'intrigues, que ce soit évincé. Et en fait, non, on a toujours des clins d'œil et des rappels et des continuités aux intrigues dans le tome suivant. Donc écoutez, je lirai la suite avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, sachez que la saga entière est sortie en grand format, donc il doit y avoir 5 ou 6 tomes. Et que la publication poche a aussi démarré. Donc je sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas il existe du poche aussi. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, attention parce que là je vais vous épater. J'ai lu 5 tomes des Chevaliers d'Émeraude, donc du tome 8 au tome 12, donc qui est le dernier tome, la conclusion de cette saga. Donc pour cette saga, j'avais que la principale dans ma palle. Donc du tome 1 au 12. J'avais lu les 2 premiers quand j'étais en terminale, donc ça remonte. Je crois que j'avais lu le début du 3 et j'avais abandonné, je sais pas pourquoi. Ça, vous allez voir, c'est mon problème, c'est que je commence des sagas, je m'arrête au milieu, après j'oublie. Donc souvent c'est parce que la suite n'est pas publiée et je me dis, j'attends qu'il y ait des tomes d'avance pour reprendre. Et après au final j'oublie, enfin comme avec les mangas, vraiment c'est aléatoire. Donc depuis, je dirais depuis juin je crois, je me suis motivée avec celle-là et je me suis dit bon, il me reste tant, je vais en lire au moins 2 par mois. Et bon, septembre, ça a un petit peu dégénéré. J'en ai lu 5 parce que j'étais vraiment dedans. Donc là, je vais poser, je vais prendre que le 12.
Vous verrez que oui, bon, les couvertures sont douteuses, hein, vraiment. En fait, j'ai vu quelque part que c'était des comédiens qui avaient prêté leur trait pour le dessin. Je suis pas fan, mais bon, c'est l'identité de la série. Donc, on retrouve dans cette saga le pays d'Enkidief. Je sais pas si on peut dire pays ou région. Enfin bref, on est au royaume d'Émeraude. Une menace surgit. Ce petit personnage dégueulasse là, le seigneur des insectes, enfin des hommes insectes, donc Amécaret, qui veut pouvoir tout posséder, tout conquérir. Donc il va s'attaquer à un royaume à côté d'Émeraude, et donc là ils vont ressusciter l'ordre de chevalerie. Et donc dans le premier tome on suit cette résurrection de l'ordre de chevalier et les 6 premiers chevaliers. Et après, alors moi ce qui m'avait un peu perturbé au début, c'est qu'on a des gros sauts dans le temps, on a des grosses ellipses, genre le premier tome, entre le 1 et le 2 je crois qu'il y avait plusieurs années. Donc au début c'était perturbant. Sur les derniers, on reprend vraiment l'action où elle s'arrête, ou alors on a des sauts de 3 ans il me semble, mais ça m'avait moins choqué. En tout cas, du coup, on suit ces chevaliers qui doivent protéger tous les royaumes, et Kira, qui est une enfant au cœur d'une prophétie qui visera à anéantir l'empereur insecte. Donc écoutez, c'est de la fantasy jeunesse, de la bonne fantasy jeunesse. Pour moi, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime les chevaliers, les dragons et le Moyen-Âge, ça fera l'affaire. Je pense que c'est intemporel. Après, qui dit fantasy dit schéma redondant. Vraiment, on a un schéma répétitif, narratif dans chaque tome. Vous avez une menace, ils font un plan, ils éliminent la menace, ils font la fête, une menace revient, etc. etc. Donc bon, c'est vrai que d'en avoir enchaîné 5 avec ce schéma narratif, j'avais l'impression de souvent dire la même chose, mais au final c'est très bien passé. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 8, que j'avais beaucoup aimé. En revanche, je dirais que les 10, 11, 12 m'ont laissé mitigé, parce que dans le 10, il se passe quelque chose qui m'a un peu cassé mon élan dans l'histoire, parce que c'est un truc que je m'y attendais pas, c'était un peu grotesque. En plus, il y avait des araignées géantes, désolé de vous spoiler, mais pour moi c'est un trigger warning de taille. Et en plus, c'est que ce qui se passe dans le tome 10, donc avec ces gros araignées, c'est totalement évincé dans le tome 11. Genre vraiment, les personnages concernés, on n'en parle pas du tout, et ils reviennent dans le tome 12. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, ça m'a perturbée. Vous voyez, autant dans la saga des Khazad, j'espérais que les intrigues elles soient pas évincées. Bah là, dans tout un tome, on a une part d'intrigue évincée qui m'a un peu dérangée. Mais voilà, le tome 12 m'a convaincue pour ce final. Alors la dernière phrase, vraiment pour le coup c'est vraiment la dernière des dernières phrases du livre. Vraiment, il y avait un petit peu, je pense, un côté fanservice. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le fanservice, c'est quand l'auteur, souvent d'une saga, elle voit que au fil des publications des tomes, les fans attendent des trucs, et donc pour les contenter, souvent dans les derniers tomes, on va ajouter ces petits éléments pour faire plaisir à la galerie. Moi, c'est un truc qui des fois peut marcher avec moi, des fois pas du tout. Ici, j'ai trouvé ça trop bizarre. Genre vraiment, la dernière phrase, genre j'étais mitigée en mode ingénieux, mais donc ceux qu'on lu sauront. Pour ce qui est des autres sagas, les héritiers d'Enkidief, ça m'intéresse. Après, je sais que c'est aussi une longue série. Et je pensais que c'était justement une série qui se passait bien longtemps après, du fait des héritiers dans le titre. Ça m'a, je sais pas, je me suis emballée. Et en fait, l'une d'entre vous m'a dit sur Insta que ça reprenait directement après, qu'on suivait toujours nos personnages. Donc écoutez, là, avant de faire une overdose, je vais faire une pause de l'univers d'Anne Robillard. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, je vous parle de la suite. Donc voilà pour ces 5 tomes. Ensuite, tiens, à vous présenter pour celle-ci, qui est sortie récemment, le tome 1 de Ses promesses maudites de Lexi Ryan, publié chez nos amis de Saxus. De Saxus qui, pour le coup, je le souligne parce que c'est rare, j'ai pas trouvé de grosses coquilles de syntaxe ni de traduction. Donc écoutez, je suis plutôt ravie. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez sûrement vu ma story, ma review un petit peu véhémente et piquante envers ce livre. Là, je sens que je suis redescendue, donc je vais en parler plus calmement. Donc là, on va suivre Brie, qui est une voleuse qui, pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, avec qui elle vit dans la cave de sa tante et de ses cousines qui, Vibe Cendrillon, je vous le dis, sont exécrables, doivent faire des petits vols, des petits larcins pour pouvoir se nourrir, se payer des choses, etc. Donc, elles survivent comme ça. À côté de ça, elles font des petits travaux pour la tante et les cousines. Jusqu'au jour où la tante, du coup,
va annoncer à Brie qu'elle a vendu sa petite sœur contre un contrat d'esclave au roi Faé de la cour des ombres, enfin la cour obscure, enfin les pas sympas. Donc là, Brie, forcément, va n'avoir qu'une chose en tête, ça va être de retrouver sa petite sœur et de la libérer. Et l'occasion pour elle de s'infiltrer dans le monde des Faé se présente quand elle apprend que le prince de la Cour des Lumières, cette fois, organise entre guillemets une espèce de compétition entre prétendantes pour savoir et sélectionner celle qui aura la chance de devenir sa future épouse. Alors déjà je vous arrête tout de suite, on va commencer avec ce détail de course prétendante, compétition, etc. Vibe la sélection, c'est ce qu'on s'attend, pas du tout. Vraiment je vous arrête si le résumé vous fait penser à ça et que vous dites ah tiens ça peut être sympa. Si vous avez lu la sélection et que vous avez aimé, vous ne retrouverez pas ça dans ce livre. Vraiment j'ai été déçue parce que j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu être un pan intéressant de l'histoire. Mais on ne voit pas du tout les prétendantes. Il n'y a pas du tout, vous voyez, d'échange entre les prétendantes, de concurrence pendant un repas, des balles ou quoi. On est vraiment centré sur le personnage de Brie. En plus, on est de son point de vue, donc on n'est que dans sa tête. Et le côté compétition de prétendantes pour le prince, c'est totalement brouillard. Ça n'existe pas, c'est 2-3 fois mentionné, mais c'est tout. Donc déjà, ça, j'avais trouvé ça dommage. Pour finir le résumé, du coup, Brie va se retrouver infiltrée là-bas pour cette fausse compétition et elle va tomber sur Finn qui est un peu un rebelle et qui va lui expliquer que ce qu'elle croit savoir, elle ne le sait pas, enfin vous voyez un bad boy. Donc triangle amoureux, je vous le donne en mille, on va y revenir. Je vais d'abord vous parler de notre chère Brie. Brie qui est ma foi un personnage que j'ai trouvé sympathique. Franchement j'ai bien aimé la suivre. J'ai trouvé que parfois ses décisions étaient bonnes, qu'elle ne se laissait pas faire. En revanche, elle a un degré de naïveté. Mais alors là, un degré, vraiment c'est un rapporteur la meuf. Vraiment, là on n'est pas à 90 degrés, on est à 180, 360, elle ne s'arrête pas dans la naïveté. Elle m'a fait penser à Poppy dans le tome 1 du sang et la cendre de Jennifer Armentrout, aussi publié chez De Saxus, parce que dans ce tome 1, Poppy est présentée comme une jeune fille badass qui veut s'émanciper, qui veut être indépendante malgré sa condition, donc ce qui est compréhensible et ce qui donne très envie. Sauf que madame, dès qu'elle va voir un mec un peu mimi, elle va perdre tous ses moyens. Déjà bof. Et de plus, ça va être le genre de personnage où elle va voir et entendre des choses qui sont essentielles pour éliminer la menace. Et en fait, dès qu'on va lui demander est-ce qu'il y a quelque chose, ça va pas, machin, vous voyez, on va essayer de lui tendre des perches, elle va nier. Elle va dire ah, tout va bien, nan. Et quand ça dérape, parce que forcément la situation dérape à un moment donné, elle s'étonne. Ah bah je comprends pas, ah bah si j'avais su, ah mais c'est de ma faute, bah oui c'est de ta faute. Évidemment que c'est de ta faute, si tu avais parlé de ce que tu sais et ce que tu avais vu, on n'en serait pas là. Ici, on a un peu le même schéma. J'entends que des personnages, qu'ils soient gentils ou mauvais, ça, il n'y a pas à dire, on prévient Brie, on lui dit méfie-toi de ça, méfie-toi de cette personne, ne fais pas confiance à telle ou telle chose, reste sur tes gardes. Est-ce qu'elle obéit? Est-ce qu'elle prend note? Non. Non, elle fonce et après, elle s'étonne. Donc non, ça vraiment à un moment donné, stop. Notamment pour l'intrigue, j'ai trouvé aussi que ça, c'était pareil, dans la même lignée que tout ce qu'on peut voir. C'était pas du rafraîchi parce qu'il y a même des éléments qui se démarquent, mais c'est un peu du vu et revu. Enfin, de toute façon, à partir du moment où il y a des failles, déjà en ce moment, c'est la vibe, c'est la hype, donc tout le monde fout des failles partout. C'est pas parce que vous mettez des failles partout que ça va marcher et que ça va être bon, à bon entendeur. Donc ce n'est que mon avis, mais du coup, il y a des éléments d'intrigue totalement tirés par les cheveux, vraiment. Autant il y a des trucs, on les voit venir à 1000 à l'heure, et autant il y a des trucs, on les voit pas venir parce que c'est tellement grotesque et exagéré qu'on se dit, bah ça je pouvais pas le voir venir parce que c'est pas du tout crédible. Vraiment, après la fin, a su me surprendre. Donc je lirai la suite, de toute façon c'est une duologie, donc j'ai pas de temps à perdre, c'est pas une saga à rallonge.
Mais voilà, j'attends de voir la suite, mais rien de fou. Concernant maintenant le triangle amoureux, moi c'est un trope, je ne sais toujours pas, que j'apprécie quand il est bien fait. Alors j'entends par là que des fois il peut être très bien exploité, où on a vraiment un intérêt, où il y a vraiment un intérêt pour l'histoire également. Et puis des fois, il est comme ça. Il est fade, il est fadasse. Vraiment, là donc on a 2 love interest, donc 2 garçons, 2 jeunes hommes, 2 jeunes hommes, pardon. Ouais, une liaison, je ne sais pas. Vraiment, pour une littéraire, ça laisse à désirer. Enfin bref, tout ça pour dire que le premier love interest, il m'a fait penser à Tamlin dans Hakota. Et c'est pas un compliment, monsieur. Parce que Tamlin dans Hakota, pour ceux qui ont lu, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, parce que je sais que des fois les acronymes, c'est pas toujours ça. Mais du coup, dans Un palais d'épines et de roses, on a Tamlin qui est également un fae, donc également un peu prince sur les bords, et qui se veut être l'idéal. Genre, blanc comme neige, bien sous tout rapport, gendre idéal, moi je veux le bien de tout le monde, dont la jeune femme, je ferai tout pour te protéger, il faut que tu me fasses confiance. Non, monsieur, t'es pas blanc comme neige, loin de là, on le sait, on le voit à 1000 à l'heure. Les gens trop parfaits, ça n'existe pas, et encore moins les hommes. Donc voilà, pour lui, vraiment fade, genre il dégageait rien, c'était un peu mignon leurs échanges, mais sans plus. Et le deuxième, Finn, qui est donc le bad boy, parce qu'un triangle amoureux sans un gentil garçon et sans un bad boy n'est pas un réel triangle amoureux, qu'on se le dise, avait du potentiel. Franchement, j'y croyais trop. Dans ses premières apparitions, j'étais là, ouais, c'est bon, c'est lui que je choisis. En mode, c'est un starter Pokémon, vas-y, je mise sur toi mon poulain, let's go, on va gagner les championnats. Potentiel non exploité. Vraiment déception. Le Finn, il est là. Alors déjà, il fait. Moi, je pensais qu'on aurait aussi la trope proximité forcée, genre entre Brie et lui. Pas du tout. Pas du tout. Le gars, il fait genre 20 apparitions à tout péter. Et quand il apparaît, c'est pour parler en énigme. Genre, il fait des sous-entendus. Il parle, c'est le brouillard, le type, ce qui sort de sa bouche. Donc bon, déjà bof. Après, on sait qu'il a un passé torturé et tout, mais on n'en sait rien. Enfin, pas grand-chose. Ce qui tourne autour de lui, prévisible. Ça, et alors Brie. Brie qui s'entiche, qui se découvre des sentiments au bout de 150-200 pages à tout péter aussi. Et elle se découvre des sentiments alors qu'ils ont échangé en tout et pour tout, je pense, 10 phrases. Genre, comment tu peux avoir des papilles dans le ventre avec un mec qui déjà, il parle, c'est le père Fouras, et en plus tu le vois 2-3 fois de temps en temps, et en plus t'es souvent un peu dans la lune. Donc bon, ça marchait pas non plus, ça m'a à peu près convaincue. Après, j'ai trouvé la plume était bonne. Lexi Ryan, je la connaissais de sa série Unbreak Me, là, la série de Q. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que je suis pas monétisée, donc je m'en fous. J'avais pas lu, parce que pareil, c'était à l'époque des Christian Grey, 50 nuances et tout. Vous voyez, cette auteure, je pense, elle aime surfer sur les vagues. Genre, à l'époque, Christian Grey, paf, elle a fait son truc dans le même genre, elle surfe sur la hype. La Défaillée, paf, elle surfe sur la hype. C'est pas pour ça que vous êtes une bonne autrice, madame. Excusez-moi du peu, mais c'était pas, voilà, c'était pas mauvais, c'était pas excellent. Je pense que si on veut Défaillée, il y a mieux. J'ai vu que c'était pas mal comparé à Cotard, justement, pas d'épinay de rose. Alors oui, si vous voulez, mais à Cotard de Wish, hein, parce que déjà à Cotard ça a des défauts, mais alors ça, si vous voulez du fae, vous trouverez des références bien plus sympas et bien plus agréables à lire et qui vous feront ressentir davantage de choses. Donc, je me suis un peu étalée là-dessus, mais voilà, si jamais vous voulez me voir un peu plus vénère, n'hésitez pas à aller sur TikTok pour voir ma review. J'allais dire un one shot, c'est faux, c'est encore un tome 1, mais c'est un tome 1 d'une série où les tomes suivants c'est des tomes compagnons. Donc techniquement, si j'avais lu celui-là, vous pouvez dire que c'était un one shot. J'ai lu Panique chez les Montgomery, qui est le premier tome des Rebelles d'Oxford. Donc c'est écrit par Abby Dunmore. C'est publié dans la collection Regency de chez J'ai lu, que je vous vante les mérites tout le temps parce que ce sont des romances historiques vraiment très bonnes, vraiment très drôles. Et pourtant je suis pas très romance, hein, à force vous avez commencé à le savoir et à le comprendre. Pour la petite histoire, on m'avait offert le tome 2 à mon anniversaire il y a un an ou deux, peut-être plus 2 que 1. Et en fait quand j'ai vu que c'était un tome 2, je me dis bah mince, je lis pas le résumé parce que je vais me faire spoiler, donc hop j'achète le 1. Et au final je me suis rendu compte en fouinant que c'était des tomes compagnons. Donc si j'avais lu le 2 avant, ça aurait pas été très grave.
mais moi je suis un petit peu psychorigide, donc j'aime bien faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc écoutez, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que déjà, Région aussi. Et puis parce que je trouve que dans ces romances-là, les héroïnes sont égales à elles-mêmes. Qu'il y ait un mec ou pas, elles restent focus sur leurs objectifs. Elles se démontent pas, elles ont leur caractère, leur personnalité, souvent, ouais, badass, déterminées. Genre, là, en l'occurrence, on est à la période des suffragettes. Donc les femmes se battent pour leur indépendance, pour le droit de vote, pour d'autres lois les concernant, notamment concernant les mariages, les divorces, etc. Et ici, du coup, on suit Annabelle qui, grâce à une bourse offerte par ses suffragettes, la Ligue des suffragettes, va pouvoir étudier à Oxford. Et du coup, de fil en aiguille, elle va se retrouver mêlée à un truc et elle va faire la connaissance du duc de Montgomery. Et les suffragettes vont y voir là l'opportunité de le rallier à leur cause parce qu'il a une bonne place par rapport à la royauté, etc. Et du coup, on est sur une petite trope enemies to lovers. Et comme pour Triangle amoureux, si c'est bien fait, avec moi, ça marche toujours. Genre vraiment, les petits jeux de séduction, les chiens et chats, et vas-y, on fait genre on s'aime pas, mais t'as capté. Bref, donc là, c'est ce qu'on a retrouvé. Et j'ai trouvé que le fait qu'Annabelle, elle reste égale à elle-même, que sa cause et la cause des femmes reste sa priorité, j'ai trouvé ça très cool. Le duc de Montgomery est sympathique aussi à suivre. Et puis, j'ai vu 2-3 personnages que j'espère voir dans les autres tomes. Qui était, ma foi, très sympathique à suivre. Bon, il y a un couple que j'espère avoir dans un des tomes compagnons, mais j'ai vu que je crois il y a la fille de mise en avant, mais pas avec le mec que je voulais. Ça, c'est mon truc de toujours choisir les mauvais. Mais bon, autant vous dire que c'est des livres que je vous recommande parce que c'est très vibe film d'M6. Vous voyez, l'après-midi, vous savez comment ça va finir, vous savez ce qui va se passer, c'est prévisible à 200, mais ça fonctionne et on est adepte. Moi, c'est exactement ce que je ressens quand je lis ça ou quand je lis des romances de Noël. C'est vraiment des ambiances que j'aime bien. Donc voilà, pour ça, j'avais fort apprécié ma lecture et je lis le tome 2 du coup ce mois-ci dans le cadre de mon challenge littéraire. Ensuite, on va parler encore saga, donc cette fois-ci avec un seul livre qui est cette fois un tome 2, qui est celui de Gods of Men, écrit par Barbara Kloss, publié chez Rivka. Donc là on est dans un monde de fantasy où Imari Sable, c'est son surnom, se voit contrainte de partir en exil forcé dans les landes sauvages parce qu'un soir au palais, où elle est princesse du coup, elle va jouer de sa flûte et sa flûte qui se révèle avoir des pouvoirs magiques va malencontreusement tuer sa petite sœur. Donc on va lui dire pars vite avant qu'on t'attrape, et du coup elle se retrouve aux mains d'une guérisseuse qui va la faire grandir, la faire évoluer, lui apprendre tout ce qu'elle sait afin que son savoir soit transmis jusqu'au beau jour où dans un autre royaume le roi qui est mal en point va voir sa mort arriver et potentiellement sa seule porte de secours, sa seule porte de sortie, ouais, sa seule porte de sortie va être de trouver la fameuse guérisseuse, je crois que c'est Tola. Enfin bref, on donne au prince Joss une indication comme quoi à tel endroit il y a une guérisseuse qui pourrait sauver son père, donc tu prends tes gars et puis tu y vas. Donc voilà, donc il trouve la personne concernée, va la ramener à son royaume. Fantasy plutôt adulte après la lecture de ce tome 2, parce que dans le premier déjà il y avait des scènes compliquées à lire, trigger warning, viol, tentative de viol, je préfère préciser parce qu'on ne sait jamais. Et dans ce tome, j'ai trouvé que les intrigues politiques du coup se développent davantage. On reprend quasiment direct après la fin du tome 1, donc ça c'est très cool. Et puis retrouver les personnages, c'était trop chouette. Vraiment, j'ai adoré. Le personnage d'Imari est vraiment un personnage auquel on s'attache parce qu'elle est déterminée. Elle veut le bien de son royaume, de sa famille. Elle veut protéger les siens d'un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas et dont elle ne prend pas forcément la mesure, la valeur. Et puis le côté Joss avec sa bande un peu fan family. Donc fan family, c'est le trope où des gens qui ne sont pas censés se retrouver ensemble finalement se retrouvent ensemble et ça donne un groupe détonnant. Moi j'aime beaucoup, vraiment Six of Crows dans mon cœur à vie. La romance entre Joss et Imari, forcément c'est pas un secret, on devine
dès le résumé au dos du tome 1. Mais j'ai trouvé qu'elle était bien, c'est pas posé comme un cheveu sur la soupe, c'est bien amené, c'est bien dosé. Il y a une petite tension entre eux, on prend plaisir, il n'y a pas du smut à tour de bras comme on a l'habitude de le voir. Donc ça avait tout pour me convaincre et j'aurais hâte de me procurer le 3 pour voir cette conclusion qui a de très bons retours d'ailleurs, et même ce tome 2 je l'ai trouvé meilleur que le premier. Donc il n'est pas victime du syndrome de l'essoufflement du tome 2 qu'on connaît tous, où souvent les tomes 2 sont transitoires et pas vraiment concrets. Mais voilà pour ça, encore une très bonne lecture. Une autre très bonne lecture, ah bah oui, donc c'était ma dernière lecture de septembre qui a été un coup de cœur. Le fameux Légende élatée. Vraiment là, on reste dans la fantasy, mais ici la cozy fantasy, donc c'est-à-dire une fantasy où adios les noms complexes de lieux, de villes, les grosses intrigues politiques, les grosses bagarres, les grosses batailles. On n'a pas tout ça ici. Ici vraiment c'est tout doux, c'est tout mignon. La cozy fantasy, donc vous avez les éléments de la fantasy, donc par les personnages, les espèces. C'est trop mignon. Vraiment c'était trop mignon, c'était trop mimes, j'ai adoré. On retrouve donc Vi qui est une orque mercenaire qui décide de laisser de côté sa carrière sanguinolente pour se reconvertir et ouvrir un café. Donc un café dans une ville où personne ne sait ce que c'est, parce qu'elle a découvert ça pendant une de ses missions chez les gnomes, ou les nains, dans les gnomes. Et donc elle veut démocratiser ça et le faire découvrir au plus grand nombre pour leur montrer qu'il n'y a pas que la bière. Elle va donc acheter une vieille écurie en ruine pour la retaper et en faire son café. Donc elle va être accompagnée de plusieurs acolytes qui sont tous plus sympathiques les uns que les autres. Et en fait, dans la cozy fantasy, on n'a que du positif. Vraiment, vous allez avoir un petit peu d'action, il va y avoir une petite intrigue quand même, mais ça reste léger. Et c'est juste fait pour passer un moment et faire sourire. Moi, j'ai adoré. Vraiment, c'était sympa. En plus, là, vous voyez, il y a ces boutons. Les boutons, c'est celui qui fait des roules à la cannelle. C'était trop mignon. Genre, vraiment, je pense que même si j'aime pas le café, j'aurais pu boire un café en lisant ce livre parce que j'adore l'odeur du café, j'aime juste pas le goût. Mais ça donne envie de manger, ça donne envie de boire, ça donne envie de s'installer dans un petit coin sympa avec eux, d'en faire partie. Et puis on a un petit soupçon de romance LGBT, donc c'est pas déplaisant, c'est saupoudré dans l'histoire, hein, pour rester dans le thème. Mais je pense que ça peut plaire. Après, pas aux gros férus de fantasy, parce que vous n'allez pas retrouver ce que vous aimez dans la réelle fantasy. Mais si vous aimez les orques, les succubes, les gobelins, ça peut faire totalement l'affaire. Et puis pour l'automne, je trouve ça très bien. Ça me fait penser qu'il y en a une dont je vais vous parler que j'ai pas sorti. Et on va y passer maintenant. Voilà, c'est de direct là. Ça sort des étagères. Donc on reste dans le cosy, une fantasy ou peut-être fantastique parce qu'on a quand même le monde humain. La société très secrète des sorcières extraordinaires, qui sur les réseaux a fait un tabac, hein, vraiment des coups de cœur de partout, pas pour moi. Vraiment, allez, on redescend, pas pour moi, c'était très mignon, ça j'ai rien à dire dessus. En revanche, des choses m'ont chagriné. Donc ici on va retrouver Mikamoon qui est une sorcière, mais qui doit faire profil bas parce que dans le monde des humains forcément la magie c'est caché. Donc pour donner le change, elle fait des vidéos sur YouTube où elle se fait passer pour une sorcière, où ça lui permet de parler de ses connaissances et de ce qu'elle aime, en l'occurrence les petites potions, etc. Et jusqu'au jour où elle reçoit une proposition de travail pour éduquer 3 jeunes filles qui sont 3 jeunes sorcières en apprentissage dans une maison un peu atypique, folklorique. Donc elle va s'y rendre par curiosité, elle va accepter le poste et de là elle va devoir entraîner et enseigner à ces 3 jeunes enfants la magie. Alors, mais vous allez me dire mais c'est trop mignon, pourquoi ça t'a pas plu? La romance. Oh punaise. C'est ce que tout le monde a aimé, pitié. Donc on est sur Trop Grumpy Sunshine, donc un mec un peu tout le temps bougon qui fait la gueule mais au fond c'est une crème. Et puis Enemies to Lover parce que les filles c'est ses petites protégées et là il y a une inconnue qui vient chez eux et il dit moi je la sens pas celle-là, frère c'est toi qu'on sent pas. Au début c'était mignon, vraiment c'était trop mignon, j'ai bien aimé. Et puis, devinez ce qu'on a à un moment.
une scène de smut. Et cette scène est-elle utile? Pas du tout. Est-ce qu'elle dessert l'histoire? Pas du tout. Est-ce qu'elle casse le côté doudou et cosy du livre? Tout à fait. J'allais faire ça, mais après on va me dire ça fait sa piche au poil comme dans Garfield. Ceux qu'on arrive vraiment, on a le même âge et c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est qu'on est cultivé. Enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que c'est un livre que au départ, chez Louen, je pensais, vous voyez, genre tout mignon. Je pensais conseiller ça à des jeunes filles qui ont lu, je sais pas, les filles au chocolat, la cœur coco, cœur cookie, cœur sucré, machin. Et donc ouais, à partir de 13-14 ans, vous voyez, fin de collège. Et puis il y a cette scène de cul qui est là, dont il n'y aurait même pas eu besoin, genre elle aurait juste été sous-entendue, c'était suffisant. Mais non, faut qu'il y ait du détail, malaisant au possible. Franchement, pourquoi toujours en foutre partout alors que c'est pas nécessaire? Mais bon, on refait pas les auteurs, hein. Si ils ont besoin d'en caler partout en pensant que ça va mieux se vendre, bah tant mieux pour eux. Moi, pour moi, ça m'a plus déçu qu'autre chose. Et l'autre point négatif, c'est que je m'attendais davantage à voir le côté enseignement de la magie. Genre, on a 2-3 petits passages où elle leur apprend à gérer leur pouvoir, mais pas tant que ça. Donc j'étais un peu déçue. Pareil comme dans Les gens délatés, vous avez une petite intrigue un peu ficelée avec des secrets, un petit peu d'action au long du bouquin, mais ça prend pas le pas, c'est pas, faut pas s'attendre à un truc hyper dynamique où il y a des rebondissements à toutes les pages, non, c'est très doux, c'est très simple, c'est du quotidien quoi, donc c'était sympa, mais voilà, c'était pas le coup de cœur à cause de cette romance et cette scène. Donc du coup, si vous voulez l'offrir, faites attention à partir de 16-17 ans, hein. Surtout pas avant parce que voilà. Ensuite, allez, on va repasser sur une petite saga avec une nouvelle conclusion, et pas les moindres car j'ai terminé The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Alors, même histoire que Les Chevaliers d'Émeraude, une saga que j'ai commencé, premier tome, deuxième tome, peut-être la moitié du 3, je ne sais plus. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'ai lu, le 6 n'était pas sorti, ni le 5, en VO. Donc c'est pour dire que ça traîne là depuis belle lurette. Mais voilà, entre temps, j'ai vu le film et la série. Donc c'était tout flou dans ma tête. Donc j'ai repris au tome 2. Ouais, j'avais repris au tome 2 parce que le 1 il était vraiment bien connu dans ma tête. Mais du coup j'ai repris au tome 2. J'ai fait comme les Chevaliers d'Émeraude, j'en ai lu 1 ou 2 par mois. Et puis là j'ai terminé, La Bricasse. Le tome 5 est mon préféré sur les 6. J'ai beaucoup aimé. Donc dans cette série, pour ceux qui seraient passés à côté des adaptations, on suit Clary qui, un soir de sortie entre amis, va tomber sur un beau gosse comme elle n'en a jamais vu, donc le fameux Chase, et en fait ce beau gosse va être en train de tuer un démon. Donc à partir de là, elle va remettre toute sa vie en question, en mode bah ces trucs là ils sont pas censés exister mais ils existent, et elle va se retrouver embrigadée dans le monde des chasseurs de démons. Et voilà, Jess et Clary, et puis des aventures, et puis des gros méchants. Big up à Sébastien, parce que pour moi c'est un des meilleurs méchants de la littérature. Le tome 6, bah, quand on parlait de fanservice, à la fin il y a un peu du fanservice, hein. Même à d'autres endroits, bon, voilà. Mais je l'ai trouvé un peu longué sur certains aspects. Après, je suis contente de la conclusion de cette saga. Je sais qu'il y a les autres. Moi j'ai le tome 1 et 3 de Mortal Instrument, les origines, donc il se passe bien avant, en 1800 et quelques je crois, et j'ai le tome 1 de Renaissance qui, il me semble, est la suite directe de cette saga principale et qui se passe à notre époque et qui suit certains personnages qui apparaissent dans ce tome là. Pour ce qui est de mon rapport aux adaptations, alors je sais que les avis sont mitigés. Le film avec Jimmy Campbell Bower Campbell, je sais pas l'ordre de ses prénoms et ses noms là, et Lily Collins, les effets spéciaux, catastrophe sur 10. Vraiment, moi j'ai jamais vu des... Enfin si, j'ai déjà vu des effets spéciaux moches comme ça, mais dans un film à budget, c'est souvent étonnant. En revanche, j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation... C'était une très bonne adaptation du tome 1. Pour le coup, des fois on dit ouais, les adaptations, ils n'ont pas été fidèles, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait des trucs, ils ont squeezé certains éléments hyper importants. Là, ici, j'ai trouvé que le tome 1 était vraiment très bien adapté. Je pense qu'ils étaient partis pour faire un film par tome et au final, ça a capoté. Mais voilà, l'adaptation fidèle, je dis pas qu'elle est bonne, je dis pas que les acteurs sont bons, les castes sont bons, etc. Mais
par rapport au contenu du bouquin, moi ça m'a pas dérangé. Pour ce qui est de la série, je l'ai pas fini parce que il doit me rester 1 ou 2 saisons, parce que je voulais pas tout me spoiler, parce que déjà dans les séries là, oui je comprends ceux qui disent ouais ils prennent des éléments des derniers tomes pour les mettre dans les débuts de saison et les débuts de la série, ok, je comprends, je suis tout à fait de votre avis. En revanche, je trouve que le casting dans la série est vraiment très bon. J'ai trouvé que ça collait davantage, même si les effets spéciaux sont toujours pas bons. Mais bon, après ça, voilà, ça c'est tout est relatif, hein, ça m'a pas empêché d'apprécier ce que je voyais. Et il y a des éléments que j'ai préférés dans la série que dans les livres. Genre j'ai trouvé par exemple la relation Jess-Alec et la notion de parabataille bien mieux amenée, bien mieux développée dans la série. Donc voilà pour ça. Mais pareil, comme les Chevaliers d'Émeraude, je vais faire une pause de l'univers pour pas faire d'overdose. Et puis je continuerai incessamment sous peu. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire une petite pause graphique. Donc là, je vais vous présenter 2 livres que j'ai pas encore chroniqués sur mon compte Bookstar. Et je pense que je le ferai, je pense que je le ferai en story et je le mettrai en story permanente. Parce qu'on peut tout simplement pas chroniquer tout ce qu'on lit, sinon on aurait vite 1000 publications par compte et une publication tous les jours quoi, et c'est pas possible. D'autant plus que ce tome là, donc Castle Witch, cette petite BD, j'ai lu le premier tome donc, qui est sorti récemment, il y en a 3 de prévus. À peine 60 pages, donc je trouve que c'est très peu pour se faire un avis sur une série. En revanche, j'ai bien aimé. On est sur Malo qui est un jeune garçon qui est un peu seul avec lui-même parce que son papa est policier et donc il est beaucoup pris par son travail, notamment en ce moment parce qu'il retrouve beaucoup d'enfants dans le coma. Donc il veut élucider le mystère et le jour où Malo fait face à une scène qu'il n'aurait pas dû voir, du coup il se retrouve embarqué dans toute cette guerre entre l'imaginaire et le monde réel, et il va se rendre compte que dans ses camarades de classe, certains d'entre eux sont comme lui avec des amis imaginaires qu'ils peuvent voir. Donc voilà, c'est pas très clair, mais c'est pas très clair non plus dans le livre. Après, c'était sympa, j'attends quand même de voir le tome 2 parce que je pense que là on est un peu coupé dans notre élan, on reste sur notre fin parce qu'au final en 60 pages il ne peut pas se passer grand chose. Mais j'ai bien aimé Malo, et puis au niveau des dessins on est sur quelque chose d'assez basique qui m'a fait un peu penser moi à l'enfeuse de Troie, etc. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir, je sais pas s'il y a un focus sur l'iPhone, mais en tout cas c'était sympa, donc à suivre, et peut-être que je ferai un post un jour sur l'intégralité et pas juste sur un tome 1. Et ensuite là par contre un tome 1 que j'ai chroniqué, et donc j'ai lu le 2e tome qui est le dernier parce que c'est un diptyque, donc il n'y en aura pas d'autres, enfin j'espère qu'il y en aura d'autres dans l'univers parce que j'ai vraiment accroché, mais en tout cas dans pour cette intrigue là entre guillemets il n'y en a que 2. Donc j'ai lu le volume 2 de Beetle et les Hollow Bones. Donc là on reprend direct après la fin du tome 1, on est dans l'action tout de suite. Donc pour vous la faire courte, dans le tome 1, on suit Beetle qui est une gobeline qui veut devenir une sorcière. Donc sa tante lui donne des cours de sorcellerie, sauf qu'elle n'arrive pas à dépasser certains stades. Et un jour, elle va retomber sur son amie d'enfance qui s'appelle Kat, donc Kat Hollow Bones. Vous allez voir que ce n'est pas anodin. Et Kat, elle est une sorcière quasiment accomplie parce que sa tante est une très très bonne sorcière, donc c'est sa tutrice, donc c'est elle qui l'enseigne, et voilà. Et donc dans le tome 1, Beetle a un ami esprit fantôme, Bob Ghost, bref, Ghost, et il réside dans un centre commercial, et en fait ils vont apprendre que le centre commercial a été racheté par la tante de Kat et qu'elle a l'intention de le détruire. Et donc du coup s'il est détruit, son ami Bob Gloss là va être détruit lui aussi parce que son esprit est rattaché à cet endroit. Donc elle va essayer de convaincre Kat de l'aider, et on va voir si ça se passe comme prévu ou pas, mais écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le dessin était très sympa, vous voyez c'est très psychédélique, un peu format comics, donc j'ai beaucoup aimé. On a également, comme dans Les Journées Latées, une petite représentation LGBT, hein, donc ça peut toujours intéresser et parler à plus de gens que s'il n'y en avait pas. Mais pour ça, voilà, très bon, vraiment une duologie, je valide. Je pense, ouais, 5 sur 5.
Parce que dans le premier, je trouvais que ça manquait un peu d'action. Et en fait, là dans le tome 2, et quand on lit les deux à la suite, tout est équilibré. Donc ma foi, c'était très bien. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'est pas dans ma palle. Parce que quand j'ai emménagé avec mon copain, je me suis accaparé une grande partie de l'appartement pour les bibliothèques. Vraiment, c'était ma seule condition. Il me fallait une grande pièce de vie ou une grande chambre pour pouvoir rameuter tous mes livres. Vraiment, merci papa, maman de les avoir hébergés, mais maintenant, ils doivent m'accompagner. Et du coup, il a donc ramené le peu de livres qu'il a, mais c'est tout à son honneur parce qu'il a quand même des livres. Et étant un fan de World of Warcraft, ce sont des livres, des romans qui se passent dans cet univers. Donc ils vont reprendre le lore original, etc. Un peu comme j'ai lu Ruination là, de League of Legends. Et du coup, il m'a toujours tanné en mode lis. Tu lis beaucoup, tu peux lire ça. Oui, je peux lire ça. En soi, rien qui m'empêche de les lire. Sauf que je repoussais mon moment fatidique parce que je me suis dit, si j'accroche pas... quoi. En plus c'est des gros bouquins quoi, genre vraiment vous voyez le bouquin il est tout petit, bien épais, et la dernière page, la fin c'est vraiment la dernière page quoi ici, hein. Il n'y a pas de remerciements, il n'y a pas de blabla. Et l'autre jour je lui ai dit, pendant l'été je lui ai dit en septembre j'en lis un, n'importe lequel, j'en lis un, va aller n'importe. Et donc du coup il m'a dit ouais le mieux c'est celui-là, l'Ascension de la Horde. Alors déjà moi dans le jeu je suis team Alliance. Et vous voyez, c'est deux teams rivales, hein, les clans et tout. Et donc vous avez la Horde et l'Alliance. Et moi, je suis team Alliance parce que voilà. Et lui, il est team Horde. Donc forcément, pour lui, la Horde, c'est là alors que c'est poubelle. Mais c'est pas grave, personne n'est parfait. Et donc j'ai lu ça en sachant pertinemment qu'il y avait 3 chances sur 2 que ça ne me plaise pas parce que ça allait parler de la Horde. Et donc là, on va suivre du coup le peuple des orques. Qui est trop bête. Vraiment, il est trop bête. Déjà pour moi, un orc, c'est massue, bagarre, vous voyez, genre vraiment pas content. Genre ça parle en onomatopée et ça casse des trucs. Et ça mange des sangliers. Vraiment, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Enfin bref. Parenthèse fermée, on retrouve ici donc les orques qui qui vivent à Draenor, donc leur région, et leurs voisins ce sont les Draenei, donc un autre peuple. Qui sont très sympas, qui n'ont rien demandé à personne, mais qui vont se la faire mettre à l'envers. Parce que les orques, l'un des orques va se faire monter le bourrichon par Kil'jaeden, donc un membre de la Légion Ardente. Donc eux, c'est les vraiment méchants. Genre la Horde, ils sont pas sympas, mais la Légion Ardente, ils sont vraiment pas sympas. Et donc ils vont se faire monter le bourrichon en mode ouais, votre problème, il vient des Draenei, il faut les exterminer. Et les orques, forcément, vu qu'ils sont bagarre, ils y vont. Ils disent ouais, c'est notre problème, vas-y, on les tue. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exterminer les Draenei, qui ont rien demandé, ils faisaient leur vie pépère. Donc déjà ça. Et après, en vrai, avant que je reprenne ma tirade là, l'écriture est bonne. C'est pas du tout un problème d'écriture parce que Christy Golden, là, cette personne, elle écrit très bien. Vraiment, le récit était dynamique et tout. Mon problème, c'est pas la plume ou quoi que ce soit, c'est l'histoire. C'est le contenu. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Parce que oui, donc, ils se font monter le bourrichon, ils vont exterminer les Draenei. Après, ils disent, ah, peut-être qu'on s'est fait avoir. Peut-être on n'aurait pas dû. Est-ce que ça leur sert de leçon? Pas du tout. Bah non, vu que c'est des orques, ils n'ont pas de cerveau. Donc, ils vont se refaire monter le bourrichon pour aller exterminer d'autres personnes. Et en fait, ils se font avoir une fois, ça leur suffit pas. Ils se font avoir 2 fois, ça leur suffit pas. Et ils vont se faire avoir une 3e fois. Frère, à un moment donné, tu te fais avoir une fois, ok. Tu te fais avoir 2 fois, ok. Mais si tu te fais avoir 3 fois, tu deviens le bouffon du roi. Donc, bon, écoutez. Puis en plus, c'est qu'ils essayent de se dédouaner et tout. À un moment donné, stop. T'extermines des gens qui n'ont rien demandé. En plus, après, tu vas conquérir un endroit en voulant exterminer les gens qui y vivent déjà. S'il te plaît, reste à ta place. Donc écoutez, j'ai mis la moyenne, c'était sympa, j'en ai d'autres à lire, youpi. Non, il y en a un, je sais que je vais l'aimer. Voilà, les autres, bah, ils vont attendre aussi, c'est bon. Pas septembre l'année prochaine, mais pas octobre. Et peut-être pas novembre, mais j'en lirai d'autres. Parce que je suis une petite amie dévouée. Eh oui. Non mais, je sais, hein, je te vois venir Sean avec tes petits copains là en mode oui, la horde, non, il n'y a pas de horde, il n'y a pas de... Je cherche pas des circonstances atténuantes à tes gadgets là parce que... ils sont pas bons. Enfin bref, ensuite, là on repasse sur du plus que positif parce que, devinez quoi? Attention, spoiler alert, même histoire que The Mortal Instrument et Cheval d'Émeraude. Et oui, une saga où j'ai lu le début et pas la fin.
Donc j'ai lu le premier tome, j'avais lu un bout du 2, j'ai abandonné. À l'époque, est-ce que le 3 était sorti? Je ne sais pas. En tout cas, le 4, c'est sûr, il n'était pas sorti. En août, j'ai relu Eragon. Et donc en septembre, j'ai lu le tome 2 et le tome 3, donc L'aîné et Brisinger. Moi, je dis Brisinger. Si c'est Brising, m'en fous. Voilà, déjà, première chose. Parce que déjà, de toute façon, des mots comme ça. Et puis tous les noms des lieux et tout. Frère, Paolini, là, il a juste pris sa cook au Scrabble, il a pris des lettres et les a mélangées, il a mis un ordre sympa et puis il a donné des noms. C'est pas prononçable, donc je le dirai comme je veux, comme je l'entends. Donc, pour la petite histoire, j'avais vu le film à sa sortie, j'avais été conquise parce que moi, des dragons, des bagarres, un beau gosse, il m'en faut pas plus. Et puis, je comprenais pas les critiques à l'époque, en mode oui, le film, le livre. Comment ça déjà le livre? Il y a un livre? Je n'étais pas au courant. Donc moi, je vais découvrir le livre. Et là, en lisant le tome 1, une première fois, je comprends les problèmes. Parce que déjà, les nains, where are you? Où êtes-vous les nains? Parce que, en fait, le tome 1 repose sur les nains. Et donc le fait qu'ils soient pas dans le film, au final, bah ouais, d'accord, ok, il y a problème. Il y a des choses, ça va pas ensemble. Donc, j'avais compris. Bon, par contre... comment ça, ma citation préférée dans le film, c'est pas une citation originelle du livre. Un grain de bravoure pour 3 grains de folie, c'est pas dans le livre. Ça a été inventé pour le film. Ah non, c'est trop. Là, par contre, je l'ai mal pris. Je me suis sentie trahie. Mais bref, passons. Donc le tome 1, forcément, coup de cœur, ça c'est sûr, c'était trop bien. Il a fallu que je continue. Je savais que j'avais lu le début du tome 2, mais en fait à l'époque je pense que c'est de la fantasy quand même assez lourde. Et je pense qu'à l'époque où je l'ai lu, j'étais trop jeune et donc forcément je suis passée à côté de certains trucs parce qu'il y a des choses dans le tome 1 que j'ai davantage mieux appréhendé que lors de ma première lecture, le tome 2. Les 100 dernières pages. Ces 100 dernières pages, mon Dieu, elles font partie des 100 meilleures pages que j'ai lues dans ma vie. Vraiment, je vous jure, au moment où je le lisais sur ma télé parce que je l'avais en format numérique et sur la tablette ça me faisait mal aux yeux, donc je l'ai basculé sur la télé et je l'ai lu et à ce moment-là je le lisais sur grand écran et je vivais la scène. Genre vraiment, vous voyez, c'est le genre de scène où il arrive ce que vous attendez qu'il arrive et ça arrive bien et ça arrive juste et c'est dosé et c'est là et tout s'enchaîne et waouh. Et genre j'étais là, genre vraiment j'avais les larmes. J'en ai pleuré et pas de tristesse ou de joie. Enfin si, un peu de joie mais genre d'émotion. Genre où ce que vous lisez ça vous prend. Genre ça prend aux tripes. Genre j'étais là genre c'était un condensé vraiment de tout ce que je voulais et c'était trop fou. Et c'était tout en même temps et trop plein d'émotions et waouh. Et genre ça je sais que si un jour je prends le livre, je relis juste les 100 dernières pages, ça me suffira et j'irai bien. Parce qu'il y a des gens qui écrivent ça. Il y a des gens qui me rendent heureuse avec leur plume. Voilà. Lisez Eragon pour pouvoir lire ces 100 pages. Et donc après, j'ai forcément enchaîné avec le tome 3 qui est La bricasse du siècle, vraiment entre le tome 6 de Mortal Instruments et celui-là, j'en voyais pas le goût. Très bon, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé plus long, vachement plus contemplatif. Après, vous me direz c'est de la fantaisie, donc les descriptions, ça tourne rond, c'est normal. Oui, messieurs, dames, je vous l'accorde. Mais un petit peu plus d'action, ça aurait pas été de refus. Pareil, deux choses. On va me foutre, à partir du tome 2, je crois, et dans le 3, sûr, on me fout des points de vue de Roran. On me fout même des points de vue de Saphira. Et on me fout aucun point de vue de Murtagh. Ah non. Ah là, on peut pas être copains, les gars. Vraiment, le personnage le plus intéressant, il a pas de point de vue. Genre, on sait pas ce qui se passe de son côté, alors que on veut savoir. Donc, je sais pas si le Murtagh qui est annoncé là prochainement répond à mes attentes. Enfin, va répondre à mes attentes et aux attentes du peuple. Mais je l'espère. Mais en tout cas, frère, qu'est-ce que je m'en fous que Roran, il apprenne à donner des coups de marteau. En plus, pendant 10 pages, pour dire la même chose, t'es un paysan, c'est bon, tu sais te battre, super. Mais moi, je voulais des points de vue de Murtagh et j'en ai pas eu. Et sur le coup, ça m'a frustrée. Donc, j'espère ne plus être frustrée d'ici 2 mois. Voilà, c'est faux parce que je ne lirai pas dans les 2 mois celui qui sort. Vu que j'ai pas encore lu le 4 et que je l'ai pas. Mais passons. Dernier point qui m'a dérangé, Arya. Non. Eh, pire perso. Vraiment, qu'est-ce qu'elle est fadasse, elle sert à rien, elle est aigrie, elle est désagréable, elle est jamais contente, elle a toujours quelque chose à redire. Vraiment, elle, si elle peut mourir, moi j'aide. Hein. Vraiment, oh non, vraiment chiante au possible. Bref, voilà, vraiment la romance nulle.
si on peut appeler ça une romance. Mais voilà pour ça. En tout cas, laissons en dernière page du tome 2, Masterclass. Et donc pour finir ce bilan, j'ai commencé une nouvelle saga. Non mais elle est sur mes étagères depuis 7 ans. J'en ai 4 tomes sur 5, donc j'ai le droit de la commencer, ça m'auto-justifie. J'ai donc lu le tome 1 et 2 du Dernier Royaume de Morgan Rhodes, publié chez Michel Lafon, de la fantasy, ado, pas jeunesse parce qu'il y a des scènes un peu oulouloulou, pas de cul mais de violence. J'ai trouvé ça très bon. Franchement, le pitch me parlait. Je me rends compte que j'ai pas fait de résumé d'Eragon, mais je pars du principe que tout le monde connaît. Mais sinon, un jeune garçon, il trouve un œuf, en fait c'est un œuf de dragon, sauf que les dragons c'est censé être éradiqué, sinon ça va mal se passer, du coup il l'élève en secret, et puis bagarre, et puis de la fantaisie. Voilà. C'est très mal vendu, mais c'est un très bon livre, donc il faut y aller. Ici, on a 3 ou 4 royaumes. 3. Oranos, Paelcia, Limeros, qui vivent plutôt en paix, au début de l'histoire du moins. On a le personnage de Cléo qui, lors d'un voyage en Paelcia, va se voir mise dans la panade parce que l'un de ses amis qui l'accompagne va s'en prendre à un marchand, le ton va monter et il va tuer l'un des fils de ce marchand sur la place publique, donc aux yeux de tout le monde, dont le frère, le deuxième frère du coup. Et ils vont repartir un peu en panique et donc forcément une rancœur va se créer. Le frère resté vivant va vouloir se venger et ils vont prendre cet acte pour argent comptant dans l'opportunité de voir une rébellion se créer. Donc le dirigeant de Paelcia va s'allier avec le dirigeant de Limeros pour aller conquérir Oranos et leur dire: ton gars il a fait de la merde, et bah tu vas payer. Il y a également une dimension magique parce qu'il y a une prophétie qui dit que une personne va naître avec le pouvoir des 4 éléments et que ce sera une magie très très grande. Et enfin bref, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Mais du coup, on va suivre du coup cet esprit de vengeance et on suit les personnages. On est sur des chapitres, un chapitre, un personnage. Enfin c'est souvent un point de vue, il y a plusieurs points de vue. Je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui aiment pas quand c'est un bouquin avec plusieurs points de vue. Après ici on en a genre 4 max. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très dynamique, très cohérent. Les personnages sont tous attachants à leur manière. Il y en a un ou deux qui sont forcément détestables, on attend qu'ils meurent. Mais voilà, franchement Cléo, personnage féminin badass. Jonas est très sympa à sa façon et Magnus. Let's go! Non, Magnus trop bien. Le truc c'est que moi là, après avoir lu ce tome 2 qui au passage j'ai trouvé qu'il avait plus de coquilles et de fautes de syntaxe, genre je trouvais qu'il y a des choses pas très cohérentes dans la syntaxe, des fois des répétitions ou des manques de mots, enfin bref, voilà. Je sais pas si c'est que le tome 2, si le mec s'est laissé aller, mais en tout cas le tome 2 était encore mieux que le 1 et Magnus dans ce tome là est trop bien et moi dans ce tome là je m'attends, enfin pas dans ce tome là mais dans la suite j'attends une romance et il y a quelqu'un, l'un de vous là, sur Insta, il m'a dit en réponse à ma story: et s'il n'y a pas de romance? Comment ça, il n'y a pas de romance? Comment ça, s'il n'y a pas de romance? Il va y avoir une romance, sinon je vais péter mon crâne. C'est entendu? On peut pas ne pas me donner de romance avec les petits trucs là que... Non, s'il n'y a pas de romance, vraiment, je serais trop déçue. J'avoue. Pour une fois que je serais déçue de ne pas avoir une romance, ce serait un comble. Mais voilà. Et bien, écoutez, sur ce sacré beau bilan, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'ici. Après, si vous m'avez mis en accéléré, je comprendrai. Donc voilà, bonne lecture, bon challenge la bouchée du roi si vous participez. Si vous participez pas, on va pas être copains, je vais être chafouine. Mais moi je suis en train de faire de très belles découvertes lecture, j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà, sur ce je vous dis de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!